Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la dette émergente, les enjeux et les perspectives qu'on peut avoir pour cette classe d'actifs. Nous en parlons avec les spécialistes d'Iveo Capital Partners et son cofondateur, Michael Israël, est à mes côtés en plateau. Bonsoir Michael. Bonsoir Grégoire. Un mot peut-être de ce qui se passe du côté de la Chine depuis une semaine, avec des annonces qui se sont multipliées sur le plan monétaire notamment, des promesses budgétaires également venant des autorités chinoises et surtout un price action, des réactions de marché qui ont été particulièrement violentes, d'une ampleur inédite, en tout cas par rapport à ce qu'on pouvait observer lors de précédentes annonces de soutien du gouvernement chinois. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous cette fois-là, du point de vue de la Chine, et comment est-ce que tout ça s'est ressenti dans la sphère émergente, Michael ? Alors, donc vous disiez, oui, un plan quand même assez sérieux. Vous définissiez les plans, on va dire sur tous les plans finalement. Ce qui est bien, c'est que c'est un plan qui couvre à peu près tous les leviers d'action. Et en plus, dans lequel on a déjà annoncé que si ce n'était pas suffisant, voilà, donc il y a une porte ouverte. Donc c'est un message assez fort. Et ce qui s'est passé est très positif. D'ailleurs, c'était le risque. C'était un marché qui est très sous-détenu. Et comme toujours, quand c'est très sous-détenu et qu'il y a des bonnes nouvelles, vous avez une réaction très brutale à la hausse. Et si vous n'êtes pas dans le marché, vous passez à côté d'une partie importante de cette hausse. Alors, ce qu'il faut comprendre, par contre, chez nous, dans les obligations, et les obligations d'entreprise, pour rester sur le segment sur lequel on est, ça fonctionne pas tout à fait comme les actions. D'ailleurs, on n'a pas vu un rebond spectaculaire comme il y a pu avoir sur les actions. Ça n'a pas été aussi fort dans votre univers. Mais il y a une raison. C'est en réalité, il n'y a pas eu non plus la chute et la décote. Alors, je vais essayer juste de mettre ça clair. Il y a une polarisation très claire dans le marché obligataire corpo émergent chinois. C'est que vous avez d'un côté des sociétés de bonne qualité et sur lesquelles, justement, il n'y a pas eu de décote malgré le flux de nouvelles très négatives qui s'accumulent et le côté même non investissable qui était devenu la Chine. Bien sûr. Mais comme il n'y a pas de risque de crédit à proprement parler sur ces sociétés-là, les cours d'action baissent parce qu'il y a du risque économique de faire moins de profit, du ralentissement, il n'y avait pas de risque de crédit. Donc on n'a pas assisté à des très fortes décotes qui pourraient nous amener aujourd'hui à avoir des rebonds spectaculaires. Et à l'opposé de ça, il y a une autre partie du gisement qui lui effectivement est très décoté, qui est le secteur immobilier, le fameux, où vous retrouvez tous les émetteurs de type développeurs, donc ceux qui sont vraiment pris dans la crise. Et là, évidemment, ce sont des choses qui ont commencé à remonter, mais c'est un peu, c'est très difficile d'être dans ce marché-là parce que ces sociétés-là sont très distress. On est au milieu de restructuring pour la plupart, et donc compliqué de pouvoir y aller sans avoir pris avant beaucoup de volatilité, beaucoup de risques. C'est pas un univers d'investissement qui vous intéresse aujourd'hui chez Iveo Capital Partners ? Alors de toute façon, quand vous avez des messages très positifs, comme celui qui est lancé par le marché, vous regardez quand même, j'allais dire, on a réouvert un peu nos notes et nos analyses, bien sûr. Mais il faut être conscient que si on veut aller sur la partie des choses qui étaient décotées, à ce stade, c'est encore des choses très risquées. Donc même si on re-regarde et même si on y allait, ce ne sera pas un call majeur dans le portefeuille. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut dire de la classe d'actifs, alors de la dette émergente, corporate, high yield, on parle de dette au rendement, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire des intérêts ou de l'intérêt de cette classe d'actifs aujourd'hui, au moment où on se parle ? Comment on peut mesurer cet intérêt de la classe d'actifs à travers peut-être les émissions d'entreprises, tout simplement, et savoir comment ces émissions sont absorbées par le marché et les investisseurs aujourd'hui, Michael ? Alors oui, c'est intéressant parce que c'est vrai que du côté du marché primaire, alors, on a un marché qui est vraiment très actif et vraiment très attractif. Donc, pour vous donner quelques chiffres, ou en tout cas un chiffre, moi je vois, nous, depuis le début de l'année, sur notre fonds flagship, on a participé à 32 nouvelles émissions, ce qui est quand même pas rien. Et en poids du portefeuille, c'est à peu près 30% du portefeuille qu'on a pu redéployer, même un peu plus d'ailleurs, redéployer sur ce marché primaire. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant aussi pour le stock, puisque finalement, nous, on travaille sur un stock. Il y a les émissions, mais il y a aussi tout le stock. D'avoir un stock qui se reforme, qui se reconstitue, et en plus, dans un contexte de niveau de rendement qui est encore assez attractif, on est quand même... C'est bon structurellement pour le marché. Troisième chose différenciante, j'allais dire, c'est que le marché primaire est ouvert aussi dans d'autres
zones du globe. Mais ce qui est intéressant, c'est le type d'émission. Là où on voit une distinction, c'est que par exemple, on revoit beaucoup d'émissions de type infrastructure, project bond, des sujets qui sont dans le high yield, qui sont assez désertés maintenant sur les marchés développés, parce qu'il y a la concurrence des fonds de dette privée et des fonds de dette infrastructure qui ont levé des milliards et des milliards. Et on va dire que sur les émergents, ça se passe encore sur le marché obligataire. Sur le marché obligataire. Donc, il y a des on finance des infrastructures et des projets de long terme encore à travers le marché obligataire pour ces pays émergents. Oui, et dans les formats project bond. Donc là, c'est trop long à expliquer, mais qui sont des fléché, formats c'est ça, très fléchés. Le produit de l'obligation est fléché vers des projets destinés justement à ça. Exactement. Donc c'est très sécurisant, ça apporte beaucoup de visibilité. Et je dirais le package de sécurité qu'il y a autour de ces obligations-là sont très différents d'une obligation d'entreprise typique. Et en plus, ce sont souvent des obligations amortissables et pas à échéance, etc. Donc c'est vraiment intéressant pour le stock. Et vous dites en fait ces marchés-là, dans les marchés développés, ont été effacés par la concurrence de la dette privée, de la dette infra, etc. Ah oui, sur la partie high yield, sur la partie investment grade, on voit encore des choses, mais sur la partie, des project bonds investment grade, mais sur les pays développés, sur le high yield, il n'y a plus d'obligations comme ça. Et ça existe encore dans l'univers émergent. Autre enjeu, j'imagine, pour les actifs émergents et la dette émergente, la baisse des taux de la Fed de 50 points de base qui a marqué les esprits pour entamer un cycle de baisse de taux. Le voyage a commencé, on verra quelle sera la destination finale de ce voyage de baisse de taux. Mais évidemment, vous travaillez sur des obligations en devises dures, en dollars, c'est ça, Michael, principalement. Le fait que la Réserve fédérale soit entrée en action, qu'est-ce que ça change et quelles perspectives ça offre justement sur le comportement de votre classe d'actifs ? Bon, c'est un message positif. Je crois que vous savez que quand les taux sont orientés à la baisse, pour les émergents, il y a ce raccourci. Alors c'est la première lecture, mais il y a ce raccourci qui est plutôt porteur pour les émergents. De la même manière qu'à l'inverse, quand les taux sont dans un cycle haussier, on dit que c'est mauvais pour les émergents. Donc là, on a côté Fed, on va dire, si on est factuel, on sait pas un moment pour se replier et dire c'est le moment de se mettre complètement aux abris, alors que la Fed est en train de pivoter. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est donc l'éléphant dans la pièce qui est la Chine, pour nous, qui a quand même freiné les flux clairement, parce qu'il faut savoir, dans les obligations, on ne peut pas jouer pays par pays. C'est pas comme dans les actions où vous dites ce que je mets plus en Chine, je le mets en Inde, et puis j'ai redéployé. Donc on avait quand même ça qui bloquait. Un vent contraire chinois très fort. Exactement. Donc là, le stimulus, il a déjà de toute façon quand même un impact sur les flux. Donc on a quand même deux supports assez intéressants. Aujourd'hui, et dernière chose, c'est la croissance mondiale qui n'est pas à l'arrêt. Il faut être factuel aussi. On peut se projeter, mais il faut aussi regarder les signaux qu'on a devant nous. Et aujourd'hui, on n'a pas d'inquiétude majeure sur un ralentissement brutal de la croissance. Donc tout ça est favorable aux économies émergentes et aux actifs émergents en général. D'ailleurs, les performances depuis le début de l'année sont assez bonnes, même assez spectaculaires sur l'obligataire émergent. L'action de la Fed, ça aura pour conséquence de réduire la volatilité, par exemple, sur des marchés obligataires comme ceux dans lesquels vous travaillez, Michael ? Alors, l'action passée, pas la baisse. Mais ça, c'est un point très intéressant, c'est qu'effectivement, aujourd'hui... Moi, je parlais de la baisse de taux, mais vous dites que ce n'est pas la baisse de taux, d'accord. Ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que, parce que j'ai eu des discussions récemment comme ça, où on sent qu'il y a aussi encore un peu d'analyse sur le comportement, la volatilité qu'il y a eu ces dernières années sur les obligations. Et d'ailleurs, nous, on trouve que ça, c'est un faux indicateur. La volatilité passée des obligations sur le cycle de quantitative easing, elle est faussée. Pourquoi ? Parce qu'on avait dans ces obligations qu'on portait à cette époque-là, que de la composante spread quasiment et pas de composante taux. Donc du coup, on avait une sensibilité des obligues qui était une sensibilité au spread. Évidemment, très liée au côté risk-on, risk-off des marchés. Donc très liée aux actions. Et on s'est plaint de dire les obligations, ça joue plus le rôle refuge, c'est plus décorrélé quand les marchés sont risk-off. La raison, elle est vraiment purement mathématique. Il n'y avait pas beaucoup de taux à l'intérieur des rendements qui étaient proposés. Aujourd'hui, si je vous donne un exemple, aujourd'hui on doit avoir à peu près 8% en dollars de rendement sur le fonds flagship. Sur les 8%, on a 47% de taux, 53% de spread.
Juste vous placez Voilà, donc la volatilité à venir sur les obligations, du fait du cycle de hausse des taux, bon, maintenant la baisse va changer les choses. Le fait d'avoir reconstitué cette partie taux dans les obligations, vous dites, ça peut limiter la volatilité à l'avenir. Clairement, c'est-à-dire que vous avez un instrument qui va réagir s'il y a du risk-off market, comme on dit, le taux normalement est là pour vous protéger et ça devrait bon voilà, après il y a toujours dans l'autre sens. Oui. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. C'est une configuration différente effectivement de ce qu'on a connu dans les périodes de quantitative easing. Et puisque vous êtes sur les taux, juste je termine sur les taux US, quelque chose d'intéressant, depuis que la Fed a pivoté, si vous regardez le reste de la courbe, il n'y a pas de baisse des taux. Non. Donc on a même une légère augmentation des taux sur le 5 ans. 5-10 ans a légèrement progressé, effectivement. Voilà. Depuis l'annonce de la baisse de taux en septembre dernier, c'était il y a quelques semaines à peine. Justement, en termes de stratégie obligataire, dans votre univers, évidemment, dans l'univers obligataire et a fortiori l'univers obligataire émergent, est-ce qu'on est toujours dans l'idée que verrouiller du taux, verrouiller du rendement, ça reste la bonne stratégie, ou est-ce qu'il y a des limites aujourd'hui à cette stratégie, puisque les taux ont remonté, mais on est dans la perspective de voir des taux qui vont quand même progressivement, graduellement, normalement, se réduire. Alors oui, d'abord, toute stratégie aujourd'hui de portage est encore à dominante high yield, encore une fois, parce qu'il n'y a pas de raison aujourd'hui de signaux pour se dire c'est le moment de se mettre aux abris, il faut se mettre tout en investment grade et plus bouger. Il y a encore de quoi surfer sur le portage high yield. Je vous ai donné des rendements en dollars, on est quand même sur des bons niveaux. Alors il y aura peut-être plus autant de potentiel de gains par la baisse des spreads, parce que oui, les marchés se sont resserrés. Les taux sur la courbe intermédiaire, il y aura quand même peut-être aussi de la résilience, parce qu'ils avaient déjà assez bien pricé quand même les mouvements, les annonces de la Fed. Mais en tout cas, le portage, il est là. Et à 8%, ça se refuse pas, ça se regarde. Et n'oubliez pas aussi, la désinflation est là, donc c'est du 8% avec des taux réels positifs, ça a de la valeur. Très clair. Maintenant, il y a deux manières de jouer le portage. Il y a le succès des fonds datés. On a le nôtre, nous aussi, 2028, qui est ouvert et qui continue de collecter. Mais si on est transparent sur l'intérêt du marché, aujourd'hui, il y a aussi des limites aux fonds datés. Mais je vais revenir sur la première partie de la discussion, les nouvelles émissions. Vous voyez, ça c'est vraiment dommage, parce que sur les fonds datés... 28, c'est dans 4 ans. 28, c'est dans 4 ans. En général, sur le marché corporate high yield, on est plutôt sur des émissions minimum 5 ans. D'accord, 5-7 ans. On ne peut pas intégrer la stratégie. Et vous ne pouvez pas parce que vous avez la date. Donc il faut aussi dire, il y a l'intérêt qui est toujours là, mais on perd une partie de l'intérêt aussi du marché, sauf si on a des fonds datés sur plusieurs maturités, et qu'on peut retrouver par contre sur les fonds ouverts. Donc c'est moins clair. Voilà, il y a match. Il y a match. Bien dit, bonne conclusion, exactement. Merci beaucoup, Mickaël. Merci d'être venu nous parler de la dette émergente. C'est votre spécialité chez IVO Capital Partners. Vous êtes le cofondateur d'IVO et c'était le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Merci Grégoire.